La République de Platon, livre 9e, suite. Et si l'on blâme l'arrogance et l'humeur irritable, n'est-ce pas parce qu'elle développe et fortifie outre mesure l'élément à forme de lion et de serpent? Sans doute. Et le luxe et la mollesse, ce qui les fait blâmer, n'est-ce pas le relâchement, la détente de cet élément qui engendre la lâcheté? Si, certes. Et si l'on blâme encore la flatterie et la bassesse, n'est-ce pas parce qu'elles asservissent cet élément irascible à la bête turbulente et que celle-ci l'avilit par son insatiable amour des richesses et dès l'enfance le change de lion en singe? C'est bien cela. Et l'état d'artisan et de manœuvre, d'où vient, à ton avis, qu'il emporte une sorte d'injure? N'est-ce pas parce que, chez l'artisan, l'élément le meilleur se trouve si faible par nature qu'il ne peut commander à ses bêtes intérieures, mais les flatte, et ne peut apprendre qu'à les satisfaire? Il le semble, dit-il. Or, n'est-ce pas pour qu'un tel homme soit gouverné par une autorité semblable à celle qui gouverne le meilleur que nous disons qu'il doit être l'esclave du meilleur, en qui commande l'élément divin, non pas que nous pensions que cet esclavage doive tourner à son préjudice, comme le croyait Thrasymachie à propos des gouvernés, mais parce qu'il n'y a rien de plus avantageux pour chacun que d'être gouverné par un maître divin et sage, soit qu'il habite au-dedans de nous-mêmes, ce qui serait le mieux, soit au moins qu'il nous gouverne du dehors, afin que, soumis au même régime, nous devenions tous autant que possible semblables les uns aux autres et amis. Très bien. Et la loi ne montre-t-elle pas précisément cette même intention, elle qui prête son concours à tous les membres de la cité? Et n'est-ce pas là notre but dans le gouvernement des enfants? Nous les tenons dans notre dépendance, jusqu'à ce que nous ayons établi une constitution dans leur âme, comme dans un état, jusqu'au moment où, après avoir cultivé par ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qu'il y a de meilleur en eux, nous mettons cet élément à notre place pour qu'il y soit un gardien et un chef semblable à nous, après quoi nous les laissons libres. C'est évident, dit-il. En quoi donc, Glaucon, et sous quel rapport dirons-nous qu'il soit avantageux de commettre une action injuste, licencieuse ou honteuse? Dut-on, en devenant plus méchant, acquérir de nouvelles richesses ou quelque autre puissance? Sous aucun rapport. Enfin, comment prétendre qu'il soit avantageux à l'injuste d'échapper au regard et à la punition? Le méchant qui n'est point découvert ne devient-il pas plus méchant encore, tandis que, chez celui qui est découvert et puni, l'élément bestial se calme et s'adoucit, l'élément paisible se trouve libéré, et l'âme tout entière, placée dans des conditions excellentes, s'élève, en acquérant la tempérance et la justice avec la sagesse, à un tel état dont la valeur est supérieure à celle du corps qui acquiert la force et la beauté avec la santé de toute la supériorité de l'âme sur le corps? Certainement, dit-il. Donc, l'homme sensé ne vivra-t-il pas toutes ses forces tendues vers ce but, honorant d'abord les sciences capables d'élever son âme à cet état et méprisant les autres? C'est évident. Ensuite, repris-je, pour ce qui est du bon état et de la nourriture de son corps, il ne s'en remettra pas au plaisir bestial et déraisonnable, et ne vivra pas tourné de ce côté. Il n'aura pas égard non plus à la santé, ni à ce qui peut le rendre fort, sain et beau, s'il ne doit par là devenir tempérant. Mais on le verra toujours régler l'harmonie du corps pour maintenir l'accord parfait de l'âme. C'est ce qu'il fera, dit-il, s'il veut être vraiment musicien. Mais n'observera-t-il pas le même ordre et le même parfait accord dans l'acquisition des richesses? Il ne sera pas ébloui par l'opinion de la multitude sur le bonheur et n'augmentera pas la masse de ses biens à l'infini pour avoir des maux infinis. Je ne le pense pas. Mais,
Portant ses regards sur le gouvernement de son âme, il prendra garde d'y rien ébranler par excès ou manque de fortune. Et suivant cette règle, il ajoutera à cette fortune ou dépensera selon ses moyens. Parfaitement, dit-il. Et pour ce qui est des honneurs, il aura en vue le même but, il acceptera, goûtera volontiers ceux qu'il croira à même de le rendre meilleur. Mais ceux qui pourraient détruire en lui l'ordre établi, il les fuira dans la vie privée comme dans la vie publique. Mais alors, dit-il, il ne consentira pas à s'occuper des affaires publiques s'il a souci de cela. Non, par le chien, répondis-je, il s'en occupera dans son propre état, mais non pas peut-être dans sa patrie, à moins que quelque divine chance ne le lui permette. Je comprends. Tu parles de la cité dont nous avons tracé le plan, et qui n'est fondée que dans nos discours, puisqu'aussi bien je ne sache pas qu'elle existe en aucun endroit de la terre. Mais, répondis-je, il y en a peut-être un modèle dans le ciel, pour celui qui veut le contempler, et d'après lui, régler le gouvernement de son âme. Au reste, il n'importe nullement que cette cité existe ou doive exister un jour, c'est aux lois de celle-là seule et de nulle autre que le sage conformera sa conduite.